Parfois, quand on a tout perdu, la seule direction qui reste est d'aller de l'avant. Quand vous n'avez plus que votre dernier dollar et que vos enfants vous voient vous effondrer, vous accrocherez à tout ce qui ressemble à de l'espoir. Ben Grady a trouvé son espoir dans le port de Baltimore. Un cargo rouillé, appelé l'Avalon Down, était à l'abandon depuis 3 ans. Personne n'en voulait. Il était gratuit pour quiconque pouvait le remorquer. Ben a utilisé ses 300 derniers dollars pour le réclamer. Il pensait acheter de la ferraille. Ses voisins pensaient qu'il avait perdu la tête. Mais lorsque Ben et ses enfants ont commencé à enlever la rouille et les débris, ils ont trouvé quelque chose que personne n'attendait, des murs cachés, des compartiments secrets, et derrière eux, un trésor de la guerre froide d'une valeur de 200 millions de dollars. Le navire transportait plus que de la cargaison lors de son dernier voyage il y a 40 ans. Mais que se passe-t-il lorsque des personnes puissantes réalisent que leur fortune perdue a enfin été retrouvée? Avant de reprendre notre histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Les doigts de Ben Grady trouvèrent le poids familier de l'Alliance 2. Sarah dans sa poche alors qu'il fixait la pile de lettres de refus sur sa table de cuisine. 3 mois depuis son dernier emploi dans le bâtiment, et 18 mois depuis que Sarah avait perdu sa bataille contre le cancer, l'Alliance était devenue son ancre, quelque chose de solide à quoi se raccrocher quand tout le reste semblait lui échapper. Papa, il n'y a pas de lait pour les céréales. La voix d'Emma portait le ton prudent qu'elle avait adopté depuis la mort de sa mère, trop mûre pour 12 ans, trop soucieuse de ne pas ajouter à son fardeau. J'irai en chercher aujourd'hui. Ma chérie. Le mensonge venait plus facilement maintenant. Il avait maîtrisé l'art de paraître confiant tandis que son monde s'effondrait. Le réfrigérateur fredonnait sa mélodie vide. Et les factures sur le comptoir semblaient se multiplier quand il ne regardait pas. Jake apparut dans l'embrasure de la porte, toujours en pyjama, les cheveux ébouriffés dans des directions défiants. Les lois de la physique. À 8 ans, il n'avait pas encore appris à cacher sa déception. Tu as dit ça hier. Ben serra ses 2 enfants contre lui, respirant l'odeur de leur shampoing. La marque générique du magasin à $1. Mais cela sentait toujours la maison. Et si on en faisait une aventure? On va marcher jusqu'à la supérette de Madame Chen, et peut-être qu'elle vous laissera choisir quelque chose de spécial. Emma croisa son regard par-dessus la tête de Jake. Elle savait qu'il ne pouvait pas se permettre quelque chose de spécial, mais elle hocha la tête. Quand même. Sa fille était devenue sa partenaire dans cette danse délicate de maintien de l'espoir tandis que la réalité pesait contre leurs fenêtres comme une tempête. L'appartement semblait rétrécir chaque jour. 2 chambres, une salle de bain et une cuisine de maison de poupée. Quand Sarah était en vie, il s'en était sorti. Son rire avait rempli les coins. Sa cuisine avait rendu le petit espace abondant. Maintenant, les murs semblaient penchés vers l'intérieur, lui rappelant tout ce qu'il ne pouvait pas leur fournir. Ben avait construit des maisons pour d'autres familles. Pendant 15 ans, des maisons avec des jardins, des chambres d'amis et des garde-manger remplis de nourriture. Il était fier de créer des espaces où les gens pouvaient bâtir leurs rêves. Maintenant, il ne pouvait même pas garder les lumières allumées dans ce petit appartement exigu. Le secteur de la construction s'était effondré comme un château de cartes. Quand Sarah était tombée malade, il avait refusé des emplois pour être avec elle pendant les traitements, dépenser leurs économies pour des thérapies expérimentales que l'assurance ne couvrait pas. À sa mort, les clients s'étaient tournés vers d'autres entrepreneurs, et l'économie avait changé. Personne ne voulait embaucher un charpentier d'âge moyen dont les mains tremblaient quand il pensait trop à l'avenir. Madame Chen les accueillit avec la chaleur qu'elle réservait aux personnes qui en avaient le plus besoin. Sa supérette de quartier était un refuge dans leur quartier de famille en difficulté et de rêves oubliés. Elle parvenait toujours à trouver des raisons de donner de petits cadeaux aux enfants, une friandise sur le point d'expirer, une bande dessinée que quelqu'un avait rapportée. Monsieur Ben, vous avez l'air fatigué. Son observation était enveloppée de préoccupation, non de jugement. Je pense trop, Madame Chen. Il regarda Jake examiner la sélection de bonbons avec la considération sérieuse d'un sommelier choisissant son vin. Penser n'a jamais mis de nourriture sur la table. Agir met de la nourriture sur la table. Elle tendit à Emma un carton.
De lait sans attendre de paiement. Vous me paierez quand vous pourrez. Pas de précipitation. Cette gentillesse faillit le briser. Il avait grandi en croyant que les hommes subvenaient aux besoins de leur famille, que les pères devaient être des rocs sur lesquels leurs enfants pouvaient compter. Maintenant, il acceptait la charité d'une femme de 70 ans qui travaillait 16 heures par jour dans un magasin qui tenait à peine le coup. En rentrant, la main de Jake dans la sienne, Emma portant le lait comme un cadeau précieux, Ben sentit le poids de leur confiance. Il croyait en lui complètement, absolument, sans question. Il le regardait et voyait de la force, de la compétence, de la sécurité. Cette responsabilité était à la fois écrasante et motivante. De retour à l'appartement, Ben étala le journal du matin sur la table pendant que les enfants mangeaient leurs céréales. Les annonces d'emploi étaient devenues un rituel quotidien de déception, mais il les lisait quand même. Ouvrier du bâtiment recherché, doit posséder ses propres outils. Ces outils avaient été vendus 3 mois auparavant. Contremaître expérimenté. Références exigées. Ces références provenaient d'une entreprise qui n'existait plus. Puis il la vit. Une petite annonce nichée entre une publicité pour des meubles d'occasion et un appel aux dons. 2 canettes en aluminium. Navire abandonné, l'Avalon Down, gratuit pour le candidat qualifié disposé à prendre en charge les frais de remorquage et d'élimination. Contactez l'autorité portuaire. Ben l'a lu 3 fois. Les navires n'étaient pas donnés. Il devait y avoir un piège, un coup caché qui apparaîtrait une fois qu'il aurait pris contact. Mais le mot « gratuit » tira sur quelque chose de profond dans sa poitrine. Gratuit signifiait une possibilité. Gratuit signifiait une chance. C'est quoi, papa? Emma avait hérité de la capacité de Sarah à lire ses expressions. Peut-être rien. Peut-être quelque chose. Il plia le journal, rangeant la vie là où il pourrait le retrouver plus tard. Finissez votre petit déjeuner. J'ai des coups de fil à passer. Le bureau de l'autorité portuaire sentait le carburant diesel et la déception. L'employé, un homme buriné nommé Rodriguez, qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, leva à peine les yeux. Quand Ben s'approcha du comptoir. Je suis ici pour le navire, l'Avalon Down. La tête de Rodriguez se releva d'un coup. Vous êtes la première personne à poser des questions sur L6. Moi. Savez-vous dans quoi vous vous engagez? Dites-moi. Elle est dans la cale 47 depuis 3 ans. L'ancien propriétaire est décédé. Pas de proche. Personne ne veut payer pour son élimination. Elle est à vous si vous pouvez prouver que vous avez les moyens de la remorquer et de la mettre à la ferraille ou de la rendre apte à naviguer. Rodriguez fit glisser un formulaire sur le comptoir. Les frais de dossier sont de $300. Le cœur de Ben se serra. $300 aurait aussi bien pu être $3000. C'était tout l'argent qu'il lui restait, l'argent qu'il économisait pour le loyer du mois prochain. Puis-je la voir d'abord? Rodriguez haussa les épaules. Cale 47. Ne tombez pas à l'eau. La ville ne paiera pas pour vous pêcher. La marche jusqu'au port prit 20 minutes. Le quartier de Ben laissa place à des bâtiments industriels et des terrains vagues, des endroits où Baltimore montrait sa rouille et son abandon. Le port lui-même s'étendait comme un cimetière de rêves maritimes. Certaines cales abritaient des navires en activité, bateaux de pêche, petits cargos, l'occasionnel navire de plaisance. D'autres contenaient des carcasses oubliées qui ne navigueraient plus jamais. La cale 47 était située à l'extrémité où le port s'éloignait des principaux chenaux de navigation. Ben la vit avant de voir le numéro. L'Avalon Down s'élevait de l'eau comme un navire fantôme. Sa coque était striée de rouille et de négligence. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 90 mètres de long. Avec une superstructure qui évoquait des jours meilleurs. Sa peinture avait depuis longtemps cédé aux éléments, la laissant de la couleur du vieux sang et de blessures plus profondes. Mais Ben ne voyait pas la décomposition. Il voyait la possibilité. Il voyait une coque qui était encore saine, à en juger par la façon dont elle reposait dans l'eau. Il voyait de l'espace. Plus d'espace qu'il n'en avait eu depuis des années. Il voyait quelque chose avec quoi il pouvait travailler, quelque chose qu'il pouvait transformer. Plus important encore, il voyait l'espoir sous un manteau de rouille.
L'alliance de Sarah pressait ses doigts alors qu'il se tenait sur le quai, étudiant le navire. Elle aurait compris. Sarah avait toujours vu le potentiel là où d'autres voyaient des problèmes. Elle l'avait vu en lui quand il n'était qu'un autre charpentier avec de grands rêves et des poches vides. « Qu'est-ce que tu en penses, Sarah » murmura-t-il au vent. La réponse ne vint pas en mots, mais en une sensation, une certitude qui s'installa dans sa poitrine comme un thé chaud par un matin froid, c'était la bonne chose à faire. C'était la voie. Suivre. Ben retourna au bureau de l'autorité portuaire d'un pas assuré d'un homme qui avait pris une décision. Il plaça 3 billets de $100 froissés sur le comptoir de Rodriguez. L'argent pour l'épicerie, l'argent pour la facture d'électricité, l'argent de l'espoir. Je la prends. Rodriguez le fixa un long moment. Êtes-vous sûr de ça? Elle est là depuis 3 ans. Il peut y avoir n'importe quel problème avec elle. Je suis sûr. Les formalités administratives prirent 1 heure, des formulaires, des signatures et des avertissements concernant la responsabilité et les risques environnementaux. Une fois terminé, Rodriguez lui tendit un jeu de clés qui semblait plus vieille que Jake. Félicitations, monsieur Grady. Vous êtes maintenant le fier propriétaire de la pile de ferraille la plus chère du port de Baltimore. Ben glissa les clés dans sa poche à côté de l'alliance de Sarah. Nous verrons bien. En rentrant chez lui, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Emma et Jake seraient excités. Ils adoraient les aventures, même si celles-ci étaient enveloppées de rouille et d'incertitude. Demain, ils iraient voir leur bateau. Demain, ils commenceraient à construire quelque chose de nouveau à partir de quelque chose que tout le monde avait abandonné. Parfois, les choses les plus brisées recelaient les plus grands trésors. Il était sur le point de découvrir à quel point cela pouvait être vrai. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le port de Baltimore tandis que Ben guidait Emma et Jake le long du quai usé vers la cale 47. L'excitation des enfants était contagieuse. Ils bavardaient de pirates, de cartes au trésor et de vivre sur un bateau comme des personnages de leur livre d'aventure. La voilà, dit Ben, s'arrêtant au bord du quai. L'Avalon Down paraissait encore plus imposante à la lumière du jour. Sa coque striée de rouille s'élevait à près de 3 étages au-dessus de la ligne de flottaison, et sa superstructure s'étendait en arrière comme une petite ville de métal et de souvenirs. Emma siffla doucement, une habitude qu'elle avait prise de sa mère. Elle est énorme. Jake respira profondément, son imagination d'enfant de 8 ans transformant déjà le navire abandonné en quelque chose de magnifique. Ben étudia le navire avec l'œil d'un entrepreneur. La coque montrait de la rouille de surface, mais pas de trous évidents ni de dommages structurels. Le pont était jonché de débris et de flaques d'eau de pluie. Mais les fondations semblaient solides. Plus important encore, il flottait à niveau, ce qui signifiait que la salle des machines n'était pas inondée. « On peut monter à bord ?» demanda Emma. Calculant déjà le meilleur chemin pour la passerelle. « Prudemment » répondit Ben. « Et nous restons ensemble. » La passerelle craqua sous leur poids, mais un bond. Ben testa chaque marche avant de permettre aux enfants de le suivre. Le pont s'étendait devant eux comme un terrain de football fait de métal, parsemé de écoutilles de cargaison et d'équipements mystérieux couverts de rouillés de fientes d'oiseaux. Jake courut vers la superstructure, ses pas résonnant sur le pont métallique. « Papa, il y a une échelle ici. Je peux la monter après qu'on ait exploré le pont principal ?» Ben voulait qu'ils prennent leur repère avant de commencer à explorer. Le navire était un labyrinthe de passages et de compartiments, facile de s'y perdre. Ils se dirigèrent vers la passerelle. La structure la plus haute du navire. Les fenêtres de la timonerie étaient couvertes de sel et de crasse, mais à travers elles, Ben pouvait voir les restes d'équipements de navigation et des cartes. Toujours épinglés sur les tables de traçage. Regardez tous les boutons. Emma s'émerveilla, jetant un œil à travers une vitre cassée. À l'intérieur de la passerelle, le temps semblait figéant. 1983 des cartes montraient les voies de navigation le long de la côte et une tasse de café reposait sur la console du capitaine comme si son propriétaire venait de s'absenter un instant. Des poussières dansaient dans les rayons de soleil qui pénétraient les fenêtres sales. Ben trouva la documentation du navire dans un classeur métallique derrière le siège du capitaine. La plupart des papiers étaient endommagés par l'eau et illisibles, mais un dossier restait scellé dans du plastique.
À l'intérieur, il trouva le manifeste original du navire pour son dernier voyage. Le manifeste était daté du 15 octobre 1983, listant la cargaison à destination de Norfolk, Virginie, machines de fret standard, pièces, textiles, conserves. Mais quelque chose tracassait Ben. L'écriture était différente à plusieurs endroits, comme si des entrées avaient été faites par différentes personnes à différents moments. « Papa, viens voir ça », appela Emma depuis la tabla. Carte. Elle avait trouvé une carte de navigation avec la route finale du navire marquée à l'encre rouge. La ligne montrait un départ de Baltimore, mais au lieu de se diriger directement vers Norfolk, comme l'indiquait le manifeste, la route s'incurvait vers le nord-est, en direction des îles de la baie de Chesapeake. « C'est bizarre », observa Jake, traçant la route avec son doigt. « Pourquoi irait-il par là ?» Ben compara la carte au manifeste. Les dates correspondaient, mais pas les destinations. Les navires ne faisaient généralement pas de détour sur les trajets de fret, sauf en cas d'urgence ou de circonstances spéciales. Peut-être qu'ils devaient éviter le mauvais temps, suggéra Emma, mais son ton laissait entendre qu'elle n'y croyait pas non plus. Ils passèrent l'heure suivante à explorer le pont principal et les niveaux supérieurs du navire. L'Avalon Down était plus grande et plus complexe que Ben ne l'avait initialement pensé. Au-delà des cales de cargaison standard, ils trouvèrent des compartiments spécialisés avec des portes renforcées et des systèmes de ventilation inhabituels. Certaines zones étaient entièrement scellées, leurs entrées soudées des décennies auparavant. Dans la bibliothèque du navire, une petite pièce derrière le carré, Jake découvrit quelque chose qui fit accélérer le pouls de Ben. Une liste d'équipage de 1983 répertoriait 37 membres pour ce qui aurait dû être un trajet de fret de routine. Ben avait suffisamment travaillé autour des navires pour savoir que c'était le double de l'effectif normal. Pourquoi aurait-il besoin d'autant de personnes juste pour transporter de la cargaison, demanda Emma, lisant par-dessus son épaule. Ben n'avait pas de réponse. Mais les pièces d'un puzzle commençaient à prendre forme dans son esprit. La route inhabituelle, l'équipage surdimensionné, les compartiments scellés, rien de tout cela ne correspondait à un voyage commercial standard. Ils descendirent sous le pont, où la véritable taille du navire devint apparente. Couloir après couloir s'étirait dans l'obscurité, bordé de portes menant au quartier d'équipage, aux salles de stockage et aux salles des machines. L'air sentait la rouille, le carburant diesel et quelque chose d'autre, quelque chose qui rappelait à Ben de vieux secrets. Dans le réfectoire de l'équipage, ils trouvèrent des preuves que des gens étaient partis précipitamment. Des assiettes et des tasses étaient posées sur les tables comme si un repas avait été interrompu. Des objets personnels, un jeu de cartes, un roman de poche, une tasse de café avec « Meilleur papa du monde » imprimé dessus restaient là où leur propriétaire les avait laissés il y a 40 ans. C'est comme si tout le monde avait disparu, murmura Jake, sa voix résonnant dans l'espace vide. Ben commençait à penser que c'était peut-être exactement ce qui s'était passé. Il retournait vers le pont principal quand Emma remarqua quelque chose d'étrange sur l'un des murs du couloir. La peinture était d'une teinte légèrement différente, et quand elle appuya dessus, elle céda légèrement sous la pression. « Papa, je crois que c'est faux. » Ben examina le mur plus attentivement. Le revêtement métallique était nettement plus récent que la structure environnante. Et il avait été peint pour correspondre, mais pas tout à fait parfaitement. Plus révélateur, il était maintenu en place par des vis plutôt que par des soudures. « Reculez », dit-il aux enfants. Utilisant un multi-outil de sa poche, Ben retira les vis qui maintenaient le panneau en place. Il s'enleva facilement, révélant un espace étroit derrière le faux mur. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvait un journal de bord relié en cuir. La couverture était embossée de lettres dorées, journal personnel du capitaine J. Morrison, commandant. Ben l'ouvrit avec précaution, conscient que les pages pourraient être fragiles après 40 ans. Les entrées étaient écrites d'une main soignée, commençant par des notes de navigation de routinier. Des observations météorologiques, mais à mesure que Ben lisait, le ton changeait. Des références à une cargaison spéciale et à des protocoles classifiés apparaissaient avec une fréquence croissante. Une entrée, datée du 10 octobre 1983, fit trembler les mains de Ben. Reçu des ordres scellés de la station de Norfolk. Manifeste précédent remplacé. Nouvelle cargaison exige des protocoles de sécurité de niveau 7.
Équipage briefé sur une base de besoin de savoir seulement. Que Dieu nous aide tous si cela tourne mal. Ben leva les yeux pour trouver Emma et Jake le regardant attentivement. L'excitation dans leurs yeux avait été remplacée par quelque chose de plus sérieux, la reconnaissance qu'ils étaient tombés sur quelque chose de plus grand qu'un simple navire abandonné. Qu'est-ce que ça dit? Demanda Emma doucement. Ben referma le journal de bord, son esprit s'emballant. L'Avalon Down n'était pas juste un vieux cargo. C'était tout autre chose, quelque chose qui transportait des secrets avec sa cargaison manifeste. Et ces secrets avaient été suffisamment importants pour justifier des routes inhabituelles, des équipages surdimensionnés et des ordres scellés. Je pense, dit Ben lentement, que nous devons en apprendre beaucoup plus sur ce navire avant d'aller plus loin. Alors qu'il retournait sur le pont principal, Ben remarqua quelque chose qu'il avait manqué à leur arrivée. Une berline aux vitres teintées était garée sur le parking du port, positionnée de manière à ce que ses occupants puissent observer l'Avalon Down. Lorsque Ben la regarda directement, le moteur de la voiture démarra et elle s'éloigna. Quelqu'un d'autre s'intéressait à leur navire, quelqu'un qui n'apprécierait peut-être pas que Ben et ses enfants fouillent dans des secrets vieux de 40 ans. Mais alors que Ben aidait Emma et Jake à descendre la passerelle, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, le frisson de la découverte. L'Avalon Down n'était plus qu'une chance de nouveau départ. C'était un mystère à résoudre, et Ben Grady avait toujours été bon pour résoudre des énigmes. La question était de savoir s'il serait capable de résoudre celle-ci avant qu'elle ne le résolve. Ben passa cette soirée à lire le journal du capitaine Morrison à la lueur d'une lampe pendant qu'Emma et Jake dormaient. Les entrées peignaient le portrait d'un homme pris entre le devoir et la conscience, transportant une cargaison qu'il n'était pas censé comprendre, mais qu'il comprenait clairement. 12 octobre 1983. Le passager est monté à bord à 3 heures. Passeport diplomatique, mais ses mains tremblent comme celles d'un homme qui a trop vu. Quoi qu'il transporte dans ses valises scellées, cela vaut plus que mon navire et mon équipage réunis. 13 octobre 1983. Changement de cap selon les ordres scellés. Nous n'allons plus à Norfolk. Nouvelle destination classifiée. Mais je navigue sur ces eaux depuis 20 ans. Nous nous dirigeons vers les chenaux profonds près de l'île Tangier. 14 octobre 1983. Le passager a passé toute la journée dans sa cabine avec ses valises. Je l'entends parler. Il semble enregistrer quelque chose. L'équipage devient nerveux. Moi aussi. La dernière entrée était datée du 15 octobre 1983, le jour où le navire était censé arriver à Norfolk, selon le manifeste original. 15 octobre 1983. Tout a mal tourné. Les interceptions radio suggèrent que nous sommes suivis. Le passager insiste pour mettre en œuvre des protocoles de contingence. J'ai scellé la cargaison spéciale selon ses instructions. Si quelque chose nous arrive, peut-être que quelqu'un trouvera ce registre et comprendra que nous ne faisions que suivre des ordres. Le nom du passager est Clough. Que Dieu ait pitié de nous tous. Ben referma le journal de bord et se frotta les yeux fatigués. Dmitri Kozlov. Le nom ne lui disait rien, mais il avait clairement tout signifié pour le capitaine Morrison. Un passager diplomatique avec des valises scellées et des protocoles de contingence, un navire qui changeait de cap pour éviter quelqu'un ou quelque chose, et une cargaison qui avait été scellée si profondément que 40 ans plus tard elle restait cachée. Le lendemain matin, Ben emporta le journal de bord à la bibliothèque publique Enoch Pratt, au centre-ville de Baltimore. S'il voulait comprendre ce qu'ils avaient trouvé, il avait besoin d'aide pour ses recherches. La bibliothécaire au bureau de référence était une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés et aux yeux intelligents derrière des lunettes à monture métallique. Sa plaque nominative indiquait Ruth Martinez. J'essaie de faire des recherches sur un navire, expliqua Ben, plaçant le journal de bord avec précaution sur son bureau. Il était actif en 1983, mais je pense qu'il y a peut-être plus à son histoire que ce que les registres officiels montrent. Ruth examina le journal de bord avec la révérence de quelqu'un qui comprenait la valeur des sources primaires. C'est du matériel authentique des années 1980. Où l'avez-vous trouvé? Sur le navire. J'ai récemment acquis l'Avalon Down. Les sourcils de Ruth se levèrent.
C'est vous qui l'avez réclamé? J'ai entendu dire que quelqu'un avait enfin pris ce vieux fantôme. Vous connaissez le navire? J'ai vécu à Baltimore toute ma vie. Le port ne garde pas beaucoup de secrets pour ceux qui y prêtent attention. Ruth ouvrit le journal. De bord à la première page. Que espérez-vous trouver exactement? Ben lui parla des incohérences dans le manifeste, de la taille inhabituelle de l'équipage et du mystérieux passager nommé Clough. Ruth écouta avec l'attention concentrée d'une chercheuse professionnelle. Laissez-moi voir ce que je peux dénicher. Les registres de navigation de l'ère de la guerre froide peuvent être délicats. Beaucoup d'informations étaient classifiées ou délibérément obscurcies. Elle le conduisit à un terminal informatique. Mais parfois la vérité finit par refaire surface. Pendant que Ruth faisait sa magie numérique, Ben se retrouva dans la section jeunesse où Emma et Jake étaient censés lire tranquillement. Au lieu de cela, ils avaient trouvé un livre sur des naufrages célèbres et les comparait à leur propre navire. « Papa, regarde celui-ci, » dit Jake, montrant une photo d'un navire couvert de rouille. Il ressemble exactement au nôtre, mais ils y ont trouvé un trésor. Peut-être qu'on trouvera aussi un trésor, ajouta Emma. Mais son ton était plus réfléchi qu'excité. À 12 ans, elle était assez grande pour comprendre que la vraie vie correspondait rarement aux aventures des livres. Ruth rappela Ben au bureau de référence 1 heure plus tard. Elle avait rassemblé une petite pile d'articles imprimés et de documents photocopiés. Votre Dmitri Kozlov était un personnage assez intéressant, dit-elle, étalant les papiers sur le bureau. Diplomate soviétique en poste à l'ambassade de Washington de 1981 à 1983. Selon les registres du département d'État, il demanda l'asile en octobre 1983. Un frisson parcourut l'échine de Ben. L'asile? Cela devient plus intéressant. 3 jours après sa demande d'asile, il y a eu un incident de sécurité à l'ambassade soviétique. Quelqu'un avait retiré des documents classifiés. Clough disparut la même nuit. Ruth lui montra une coupure de journal du Washington Post datée du 16 octobre 1983. Le titre disait « Diplomate soviétique disparu après cambriolage à l'ambassade ». L'article précisait « Clough était censé faire défection, mais il n'est jamais arrivé à sa rencontre prévue avec des agents de la CIA. Il a simplement disparu. » Ruth désigna un article annexe. Il y avait aussi un rapport concernant un navire abandonné trouvé à la dérive dans la baie de Chesapeake à peu près au même moment, mais le lien n'a jamais été rendu public. Les mains de Ben tremblaient en lisant l'article. La chronologie correspondait parfaitement aux entrées du journal du capitaine Morrison. Clough était monté à bord de l'Avalon Down le 12 octobre, et le 16 octobre, lui et le navire avaient disparu des registres officiels. Qu'est-il arrivé au navire? Demanda Ben. Selon les registres maritimes, il a été trouvé par la garde côtière et remorqué jusqu'au port de Baltimore. Le rapport officiel l'a répertorié comme abandonné sans équipage à bord. Il a finalement été vendu à la ferraille. Mais, Ruth marqua une pause, vérifiant un autre document, il n'y a aucune trace qu'il ait réellement été mis à la ferraille. Il est resté dans diverses cales pendant 40 ans jusqu'à ce que vous le réclamiez. Et Clough, jamais retrouvé, présumé mort, bien que son corps n'ait jamais été récupéré. Ruth rassembla les papiers en une pile soignée. Monsieur Grady, si ce que vous avez trouvé est authentique, vous pourriez détenir la clé d'un mystère vieux de 40 ans. Ben pensa aux compartiments scellés qu'ils avaient découverts, aux faux murs, et à l'impression que le navire gardait des secrets. Quel genre de documents classifiés un diplomate soviétique aurait-il eu accès en 1983? Cela pourrait être n'importe quoi. Secret militaire, réseau de renseignement. Plan stratégique. L'expression de Ruth devint sérieuse. Le genre d'informations pour lesquelles on tue. Ils furent interrompus par le bruit des chaises qui raclaient alors qu'Emma et Jake s'approchaient du bureau. Les 2 enfants avaient l'air abattus. Le poids des conversations d'adultes avait la particularité de pénétrer même la lecture la plus concentrée. Est-ce qu'on a des problèmes, papa? Demanda Jake doucement. Ben serra son fils contre lui. Non, mon petit. Nous apprenons juste l'histoire de notre navire. C'est une mauvaise histoire? La question d'Emma
portait le poids de quelqu'un qui avait déjà trop perdu à cause des tournants inattendus de la vie. Ben regarda Ruth, qui lui fit un signe d'encouragement. C'est une histoire compliquée. Mais cela ne la rend pas mauvaise. Parfois, les histoires les plus intéressantes sont les plus compliquées. Alors qu'il se préparait à quitter la bibliothèque, Ruth tendit une carte de visite à Ben. Si vous avez besoin d'aide pour des recherches supplémentaires, n'hésitez pas à m'appeler. C'est le genre d'énigme historique qui ne se présente pas souvent. En rentrant au port avec les enfants, Ben sentit le poids de la révélation s'installer sur ses épaules. L'Avalon Dawn n'était pas juste un navire abandonné. C'était un tombeau flottant de secrets de la guerre froide. Et quelque part dans ses compartiments scellés, il transportait peut-être encore ce que Dmitri Klov était mort en protégeant. Mais alors qu'ils approchaient de la cale 47, Ben remarqua la même berline que la veille, garée à un endroit différent. Cette fois, quand il la regarda directement, le moteur de la voiture démarra et elle s'éloigna. Quelqu'un d'autre s'intéressait à leur navire. Quelqu'un qui n'apprécierait peut-être pas que Ben et ses enfants fouillent dans des secrets vieux de 40 ans. Ben accéléra le pas, poussant Emma et Jake vers le navire. Quels que soient les secrets que le navire transportait, ils étaient assez précieux pour attirer l'attention après 40 ans. Et cela signifiait que Ben et ses enfants n'étaient plus seulement des chasseurs de trésors. Ils étaient des cibles potentielles. Alors qu'ils montaient à bord du navire, Ben se fit une note mentale de recommencer à transporter ses anciens outils de construction. S'il voulait continuer à explorer les mystères de l'Avalon Dawn, il devait être prêt à affronter plus que de la rouille et de vieux documents. Il devait être prêt à l'éventualité que certains secrets valaient la peine d'être tués pour être protégés. Ben était en train de décaper une vieille peinture de la cuisine du navire lorsque son grattoir heurta quelque chose qui ne devait pas être là. Au lieu du tintement creux du métal contre le métal, il entendit un bruit sourd. Emma, qui triait du matériel récupérable à proximité, leva les yeux au son. Qu'est-ce que c'était? Ben passa ses mains le long du mur où il travaillait. La surface était différente ici, légèrement surélevée, comme si quelque chose avait été construit dans la structure. Il appela Jake, qui était en train de cataloguer les objets qu'ils avaient trouvés. Aide-moi à enlever plus de peinture de cette section. En travaillant ensemble, ils révélèrent le contour d'un panneau rectangulaire, soigneusement dissimulé, mais non scellé de manière permanente. Contrairement au faux mur où ils avaient trouvé le journal de bord du capitaine, celui-ci était conçu pour être ouvert par quelqu'un qui savait où chercher. Ben trouva le mécanisme par accident, un loquet dissimulé déguisé en raccord de tuyauterie. Lorsqu'il appuya dessus, le panneau s'ouvrit vers l'intérieur avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait une cavité juste assez grande pour contenir un petit objet enveloppé dans du cuir huilé. Ben le déballa soigneusement, révélant une clé en laiton ornée. Différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Elle était plus lourde qu'une clé normale, avec des gravures complexes le long de sa tige et une tête en forme de sceau diplomatique. « Qu'est-ce que tu penses qu'elle ouvre » demanda Emma, tournant la clé dans ses mains. Avant que Ben ne puisse répondre, ils entendirent des pas sur le pont au-dessus, des bottes lourdes se déplaçant avec un but plutôt qu'une curiosité. Ben fit signe aux enfants de se taire et glissa la clé dans sa poche. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un à bord » La voix portait de l'autorité et un léger accent que Ben ne pouvait identifier. Ben monta les escaliers jusqu'au pont principal, laissant Emma et Jake dans la cuisine. Un homme d'une 60aine d'années se tenait près de la passerelle, portant un caban qui avait connu de meilleurs jours. Ses cheveux blancs étaient encore épais, et ses yeux avaient le regard calme de quelqu'un habitué au commandement. « Je suis Ben Grady. C'est mon navire maintenant. » L'homme sourit, tendant une main burinée. « Marcus Webb. J'ai servi sur ce navire quand il avait un nom différent et un but différent. » Ben serra la main tendue, notant la poignée ferme et les callosités qui témoignaient d'une vie passée à travailler de ses mains. Un nom différent? C'était le Meridian Star quand je l'ai connu. Navire auxiliaire de la marine, bien que cela n'ait jamais figuré dans les registres officiels. Marcus regarda autour du pont avec la familiarité de quelqu'un qui revisitait une maison d'enfance. J'ai entendu dire que quelqu'un l'avait enfin réclamé. J'ai pensé que je devrais me présenter. Navire auxiliaire de la marine. Ben pensa à la cargaison classifiée et aux mystérieux passagers. Quel genre de travail faisait-il?
Marcus resta silencieux un long moment, étudiant le visage de Ben. Le genre de travail qui, officiellement, n'a jamais eu lieu. Cela vous dérange si je monte à bord correctement? Il y a des choses que vous devriez savoir sur ce navire. Ben conduisit Marcus jusqu'à la passerelle du navire où ils purent parler sans que les enfants n'entendent. L'homme âgé se déplaçait dans les couloirs avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque rivet et chaque cloison. J'étais plongeur de la marine, expliqua Marcus, s'installant dans le fauteuil du capitaine comme si c'était le sien, spécialisé dans la récupération et le sauvetage sous-marin. En 1983, j'étais affecté à une opération conjointe CIA Marine appelée Deep Current. Qu'était Deep Current? Officiellement, ça n'a jamais existé. Officieusement, nous fournissions le transport et la sécurité pour des défecteurs de grande valeur et des cargaisons sensibles. Marcus ramassa l'une des cartes de navigation, passant son doigt le long de la route marquée à l'encre rouge. Le Meridian Star, votre Avalon Down, était notre principal atout. Ben sentit le poids de la clé en laiton dans sa poche. Que s'est-il passé en octobre 1983? L'expression de Marcus s'assombrit. Nous avons récupéré un diplomate soviétique nommé Dmitri Klov. Il transportait des renseignements qui auraient pu changer l'équilibre de la guerre froide s'il avait vécu assez longtemps pour les livrer. Il est mort. Toute l'opération a mal tourné. Klov devait être une simple extraction, mais quelqu'un a divulgué l'opération. Nous avons été interceptés par un sous-marin soviétique au large de l'île Tangier. Marcus se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le port. Klov savait qu'il nous avait rattrapés. Il a activé des protocoles de contingence. Quel type de protocole de contingence? Marcus se tourna vers Ben. Il a scellé son paquet de renseignements dans le coffre-fort sécurisé du navire. L'idée était que même s'il le capturait ou le tuait, les informations seraient en sécurité jusqu'à ce que les équipes de récupération puissent les récupérer. Le pouls de Ben s'accéléra. Où est ce coffre-fort? C'est le problème. Seul Klov connaissait l'emplacement exact et les codes d'accès. Lorsque les soviétiques sont montés à bord, ils ont tué la plupart des membres de l'équipage et ont emmené Klov, mais ils n'ont jamais trouvé le coffre-fort. Marcus se rassit lourdement. 40 ans. Je me suis demandé ce qu'il était advenu de ce paquet de renseignements. L'équipage a été tué? Ben pensa aux objets personnels laissés dans le réfectoire, au sentiment de vie. Interrompu. Pas tous. J'étais sous l'eau quand ils ont attaqué, vérifiant la coque pour des dommages. Au moment où j'ai refait surface, c'était fini. Le navire dérivait. L'équipage avait disparu, et les renseignements de Klov avaient disparu avec lui. Ben sortit la clé en laiton de sa poche. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent lorsqu'il la vit. Où avez-vous trouvé ça? Caché dans le mur de la cuisine. Vous la reconnaissez? Marcus prit la clé avec des mains qui tremblaient légèrement. Clé de sac diplomatique. Klov ne se déplaçait jamais sans elle. Il leva les yeux vers Ben. Si vous l'avez trouvée, cela signifie qu'il l'a cachée avant qu'il ne le prenne. Il voulait que quelqu'un la trouve. Qu'est-ce qu'elle ouvre? La police d'assurance de Klov. Il m'a dit une fois qu'il s'était préparé à l'éventualité d'une trahison, qu'il avait caché des preuves de ses renseignements d'une manière à laquelle seul lui pouvait accéder. Marcus brandit la clé. Ceci pourrait être la clé de cette preuve. Ben appela Emma et Jake à les rejoindre sur la passerelle. Les enfants avaient de toute façon écouté depuis l'escalier, et il avait appris qu'essayer de les protéger des vérités difficiles ne faisait que les rendre plus curieux. Monsieur Webb me racontait l'histoire du navire, expliqua Ben alors qu'il s'installait autour de la table à cartes. Marcus sourit aux enfants. Votre père a trouvé quelque chose de très important. Ce navire transporte des secrets que des personnes puissantes recherchent depuis avant votre naissance. De bons secrets ou de mauvais secrets? Demanda Jake avec la franchise de l'enfance. Des secrets qui pourraient aider les bonnes personnes et nuire aux mauvaises personnes, répondit Marcus. L'homme qui les a cachés essayait de faire ce qui était juste, même si cela lui a coûté la vie. Emma étudia la clé en laiton. Donc, nous devons trouver ce qu'elle ouvre. Nous devons être très prudents, corrigea Ben. Si des gens ont cherché cela pendant 40 ans, ils ne seront pas contents que nous l'ayons trouvé. Marcus hocha la tête gravement.
Il y a des gens qui ont bâti des carrières en gardant certains secrets de la guerre froide enterrés. Si la nouvelle se répand que le paquet de renseignements de Clough existe toujours. Quel genre de renseignements? Demanda Ben. Des réseaux d'espionnage soviétiques, des plans militaires, les emplacements d'actifs cachés. Mais plus que cela. Clough avait des preuves de fonctionnaires américains qui travaillaient pour les soviétiques. Des noms, des dates, des relevés bancaires. La voix de Marcus baissa. Le genre d'information qui pourrait détruire des réputations et mettre fin à des carrières, même 40 ans plus tard. Ben pensa à la berline qui les avait surveillés, à l'impression d'être observé. Comment quelqu'un saurait-il que nous avons trouvé quelque chose? La communauté du renseignement est plus petite qu'on ne le pense, et elle a une longue mémoire. Si vous avez posé des questions sur Clough et le navire, Marcus haussa les épaules, la nouvelle se propage. Comme si elles étaient convoquées par leur conversation, le bruit de plusieurs véhicules se garant sur le parking du port leur parvint à travers les fenêtres de la passerelle. Ben compta 4 SUV noirs, se positionnant de manière à pouvoir observer le navire. Il semble que la nouvelle ait voyagé, dit Marcus d'un air sombre. Ben serra Emma et Jake contre lui. L'aventure dans laquelle ils étaient tombés devenait de plus en plus dangereuse d'heure en heure, et la sécurité de ses enfants devait passer avant tout. Mais en regardant la clé en laiton dans les mains burinées de Marcus, Ben réalisa qu'ils avaient déjà franchi une ligne. Ils n'exploraient plus seulement un vieux navire. Ils étaient les gardiens de secrets qui pourraient remodeler l'histoire. La question était de savoir s'ils vivraient assez longtemps pour décider quoi en faire. Les SUV noirs maintenaient leur veille toute la nuit. Ben avait déplacé Emma et Jake dans les quartiers de l'équipage du navire, estimant que s'ils étaient surveillés, autant rester près de tous les secrets que l'Avalon Down protégeait. Marcus s'était porté volontaire pour la première garde, son entraînement naval toujours aiguisé malgré ses plus de 70 ans. À l'aube, Ben trouva Marcus dans la salle radio. Penché sur un appareil qui n'était certainement pas là la veille. Il était compact et métallique, couvert de cadrans et d'interrupteurs qui appartenaient à un film d'espionnage plutôt qu'à un cargo. Abandonné. C'est ce que je pense que c'est, demanda Ben, reconnaissant l'appareil d'après la description de Marcus de l'équipement de Clough. Machine de chiffrement, air soviétique. Mais modifiée pour les fréquences de l'OTAN. Marcus leva les yeux de l'appareil avec une sorte de révérence. Clough était paranoïaque quant à la sécurité des communications. Cette beauté peut décoder à peu près n'importe quoi du début des années 1980. Où l'avez-vous trouvé? Derrière la console radio. Il y a tout un compartiment là-bas, scellé avec un cadenas à combinaison. Marcus brandit un morceau de papier couvert de chiffres. Il m'a fallu 3 heures pour le décrypter, mais Clough était méthodique. La combinaison était l'anniversaire de sa fille. Ben étudia l'appareil de chiffrement. L'anniversaire de sa fille? Comment savez-vous cela? Clough parlait d'elle constamment pendant le voyage. Elena. Elle avait 7 ans quand il a fait défection, vivant à Moscou avec sa grand-mère. L'expression de Marcus s'adoucit. Il portait sa photo partout, parlait de l'amener en Amérique une fois son asile approuvé. Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Après que l'opération ait mal tourné, toutes les personnes impliquées ont été soit tuées, soit réaffectées. Toute l'affaire a été classifiée si profondément que la plupart des gens se sont convaincus qu'elle n'avait jamais eu lieu. Emma et Jake apparurent dans l'embrasure de la porte, attirés par le son des conversations d'adultes et le mystère du nouvel équipement. Jake fut immédiatement attiré par l'appareil de chiffrement, sa fascination d'enfant de 8 ans pour les boutons et les interrupteurs pleinement manifestée. « Je peux le toucher ?» demanda-t-il. Prudemment, répondit Marcus. Cette machine détient la clé pour comprendre tout ce que Clough a laissé derrière lui. L'appareil s'anima lorsque Marcus l'activa. Des chiffres défilaient sur un petit écran, et des clics mécaniques remplissaient l'air alors que les mécanismes internes s'alignaient. Après plusieurs minutes, la machine s'installa dans un rythme régulier. Elle cherche des signaux chiffrés, expliqua Marcus. Clough l'a programmé pour décoder ses protocoles de communication personnelle. Emma étudia le papier avec les chiffres de la combinaison. S'il a utilisé l'anniversaire de sa fille, peut-être qu'il a utilisé d'autres informations personnelles pour d'autres verrous. Malin.
Marcus sourit. Clough était sentimental. Envers sa famille. Ses clés de chiffrement étaient toutes liées à des dates et des noms importants. La machine arrêta soudainement son modèle de recherche et émit un bip aigu. Du texte commença à défiler sur l'écran, non pas en anglais, mais ce qui ressemblait à des coordonnées et des spécifications techniques. « Qu'est-ce que ça dit » demanda Ben. Marcus fronça les sourcils devant l'écran. Elle extrait des données chiffrées de quelque part sur le navire. Il doit y avoir un émetteur caché dans la coque qui diffuse ce signal depuis 40 ans. Diffuse à qui? Bonne question. Marcus ajusta plusieurs cadrans et le signal devint plus clair. Clough a mis en place plusieurs plans de contingence. Celui-ci pourrait être l'un d'eux, un interrupteur de l'homme mort qui s'active si certaines conditions sont remplies. Ben pensa à la clé en laiton dans sa poche. Comme si quelqu'un trouvait ses effets personnels. Exactement. Le signal nous donne des coordonnées. Marcus sortit un appareil GPS moderne et entra les chiffres. 38 degrés 47 minutes nord, 76 degrés 12 minutes ouest. C'est où? Marcus lui montra l'écran GPS. À environ 15 miles au sud-est d'ici, dans les eaux profondes au large du plateau continental. Ben étudia les coordonnées. Pourquoi Clough cacherait-il quelque chose sous l'eau? Assurance, répondit Marcus. Si le coffre-fort du navire était compromis, il aurait besoin d'un emplacement de secours qui ne pourrait pas être fouillé ou saisi. Emma avait discrètement examiné l'appareil de chiffrement pendant que les adultes parlaient. Maintenant, elle désigna un écran secondaire qui s'était activé. Il y a plus de texte qui arrive. De nouvelles lignes de code défilèrent sur l'écran, mais celles-ci étaient en anglais. Marcus les lut à voix haute. Paquet alpha sécurisé aux coordonnées désignées. L'accès nécessite une double autorisation. Clé du coffre-fort du navire plus code d'authentification personnelle. L'avenir d'Elena dépend d'une récupération appropriée. Ne faites confiance à personne dans les canaux officiels. D.K. Le silence tomba dans la pièce alors que les implications s'imposaient. Clough n'avait pas seulement caché des documents de renseignement. Il avait créé un système de sécurité élaboré qui nécessitait plusieurs clés et des connaissances personnelles pour y accéder. Code d'authentification personnelle, médita Ben. Plus d'informations familiales? Probablement. Mais après 40 ans. Marcus haussa les épaules. Même si nous trouvons les codes, comment récupérer quelque chose du fond de l'océan? Un problème à la fois, dit Ben. D'abord, nous devons comprendre ce que nous cherchons. Ils passèrent la matinée à explorer d'autres compartiments cachés du navire. Utilisant l'appareil de chiffrement comme guide, ils trouvèrent 3 autres espaces dissimulés, chacun contenant des pièces du puzzle élaboré de Clough. Dans les quartiers du capitaine, derrière une fausse bibliothèque, ils découvrirent une mallette étanche contenant des photographies et des documents personnels. La photographie montrait un Dmitri Clough plus jeune avec une belle femme et une petite fille aux yeux vifs et aux boucles sombres. Le dos d'une photo portait l'inscription « Elena et Natacha, Moscou, été 1982 ». Sa famille, dit Emma doucement, étudiant le visage de la petite fille. Parmi les documents se trouvait une lettre écrite en anglais, adressée simplement à quiconque trouvera ceci. Ben la lut à voix haute. Si vous lisez ceci, je suis probablement mort, et ma mission a échoué. Mon nom est Dmitri Clough. Ancien attaché à l'ambassade soviétique à Washington. Je ne suis pas un traître à mon pays, mais je ne peux pas servir un système qui assassine des innocents. Je porte avec moi des preuves d'opérations de renseignement soviétiques qui menacent la sécurité américaine. Plus important encore, j'ai la preuve que des fonctionnaires américains ont été compromis par le renseignement soviétique. Cette information pourrait prévenir une guerre, mais seulement si elle parvient aux bonnes personnes. J'ai caché ces preuves à 2 endroits. La première est sécurisée à bord de ce navire. Les 2 emplacements nécessitent des connaissances spécifiques pour y accéder. Connaissances qui, je prie, trouveront leur chemin vers des gens d'honneur. Ma fille Elena a 7 ans. Elle croit que son père est un héros. Si quelque chose m'arrive, veuillez vous assurer que quelqu'un lui dise la vérité, que je suis mort en essayant d'empêcher des innocents de souffrir. Le trésor que je laisse n'est ni de l'or ni des bijoux.
C'est la vérité. Utilisez-la sagement. Ben plia soigneusement la lettre. Le poids du sacrifice de Clough s'installa dans la pièce commune. Lourde couverture. Il ne s'agissait plus seulement de secrets de la guerre froide. Il s'agissait de la dernière tentative d'un père pour protéger sa fille et son pays d'adoption. Nous devons trouver le coffre-fort, dit Emma doucement. Il a fait confiance à quelqu'un pour faire ce qu'il faut. Ce n'est pas si simple, répliqua Ben. Des gens ont été tués pour ces informations. Si nous le trouvons, alors nous nous assurons qu'il parvienne aux bonnes personnes, interrompit Jake avec l'absolue certitude de l'enfance. C'est ce que font les héros. Marcus étudia. Nouveau les coordonnées GPS. Le paquet sous-marin nécessitera un équipement spécialisé pour être récupéré, mais le coffre-fort du navire. Il leva les yeux vers Ben. Il est là quelque part. Attendant que nous le trouvions. Ben pensa au SUV noir sur le parking, au sentiment d'être surveillé, au jeu dangereux dans lequel il s'était lancé. Mais il pensa aussi à la fille de Clough. Maintenant quadragénaire, ne connaissant jamais la vérité sur le sacrifice de son père. Nous trouvons le coffre-fort, décida-t-il. Mais nous le faisons prudemment. Et si les choses deviennent trop dangereuses, nous fuyons. Nous savons, papa. Mais alors que Ben regardait ses enfants, leur visage lumineux de détermination et de but, il réalisa que fuir n'était peut-être plus une option. Il faisait maintenant partie de l'histoire de Clough, gardien de secrets qui pouvait encore changer le monde. La question était de savoir s'ils étaient assez forts pour porter ce fardeau. Ils trouvèrent la boîte d'effets personnels de Clough à l'endroit le plus évident, et le dernier endroit où ils avaient pensé regarder. Elle était en évidence dans le coffre-fort du navire. Derrière une porte que Marcus avait supposée verrouillée en permanence. La clé en laiton de la cuisine l'ouvrit facilement. La boîte était en acier inoxydable et scellée avec des joints en caoutchouc. Qui avait gardé son contenu au sec pendant 4 décennies? À l'intérieur, Ben trouva un trésor plus précieux que l'or, les détails intimes de la vie d'un homme, soigneusement conservés pour la fille qu'il ne reverrait jamais. Il y avait d'autres photographies, Elena faisant ses premiers pas, soufflant des bougies d'anniversaire, dormant paisiblement avec un ours en peluche. Des lettres de Natacha, écrites en russe mais accompagnées de traductions anglaises de la main soignée de Clough. Et au fond, enveloppée dans de la soie, une confession qui expliquait tout. Ben lut la confession à voix haute pendant qu'Emma et Jake regardaient les photographies. Mon nom est Dmitri Clough, et je ne suis le traître de personne, sauf du système corrompu qui m'a engendré. J'écris ceci sachant que je ne reverrai peut-être jamais ma bien-aimée Elena, mais espérant qu'un jour elle comprendra pourquoi son père a dû choisir entre sa famille et sa conscience. Je suis né à Stalingrad en 1945, dans les ruines d'une ville qui avait connu trop de morts. Mes parents m'ont appris que l'Union soviétique représentait l'espoir pour l'humanité. Pendant 38 ans. J'ai cru à ce mensonge. En 1982, j'étais en poste à Washington en tant qu'attaché culturel. Mon vrai travail était de gérer un réseau d'agents américains, politiciens, officiers militaires et fonctionnaires du renseignement qui avaient été compromis par le renseignement soviétique. Je me disais que je servais la paix, prévenant la guerre qui détruirait nos deux nations. Puis j'ai appris l'opération Nightfall. Mon agent traitant à Moscou m'a expliqué le plan avec la brutalité désinvolte qui caractérisait la direction soviétique. Les fonctionnaires américains compromis seraient activés simultanément pour saboter leur propre système de défense. Le but n'était pas la victoire. C'était une destruction mutuelle déguisée en incompétence américaine. Des millions mouraient. Elena grandirait dans un monde empoisonné par les radiations et la haine, si tant est qu'elle grandisse. Je ne pouvais pas faire partie d'un génocide, même un génocide commis au nom de la pureté idéologique. J'ai fait mon choix. Les documents que je porte contiennent les noms de tous les agents américains de notre réseau, ainsi que des preuves de leurs activités et des relevés de paiement. Plus important encore, ils contiennent le calendrier complet de l'opération Nightfall et la liste des cibles. Cette information pourrait sauver des vies, mais seulement si elle parvient à des personnes ayant le courage d'agir. Je prie que quiconque trouvera ceci comprenne le poids de ce que j'ai sacrifié. Dites à Elena que son père l'aimait plus que la vie elle-même. Dites-lui qu'il est mort en croyant à la possibilité d'un monde meilleur. Le coffre-fort contenant les preuves primaires est situé dans la salle des machines du navire,
derrière le réservoir de carburant auxiliaire. Le code d'accès est le nom complet et la date de naissance d'Elena en russe, Yelena Viktorovna Koslova 4,51,976. Que Dieu nous pardonne tous. Dmitri Klov, 15 octobre 1983. Ben termina de lire. Ce coffre-fort, dit Emma, replaçant soigneusement les photographies dans leur pochette de protection. Et nous devons comprendre dans quoi nous nous engageons, ajouta Ben. Marcus. Vous avez dit qu'il y avait des fonctionnaires américains qui travaillaient pour les soviétiques. Après 40 ans, certaines de ces personnes pourraient encore être en vie. Marcus hocha la tête. Gravement. Et ils ont passé des décennies à bâtir des carrières, à accumuler du pouvoir, à se rendre intouchables. Si les preuves de Klov refont surface maintenant, ils feront tout pour l'arrêter. Comme en réponse à leur conversation, le téléphone de Ben sonna. Le numéro était masqué, mais quelque chose le força à répondre. Monsieur Grady. La voix était cultivée, âgée. Avec la diction précise de quelqu'un habitué à l'autorité. Mon nom est David Sterling. Je crois que nous devons parler. Ben mit le téléphone sur haut-parleur pour que les autres puissent entendre. À propos de quoi? À propos du navire que vous avez acquis, des artefacts historiques que vous avez pu découvrir, de la sécurité de vos enfants. La menace fut prononcée avec la politesse désinvolte d'un homme commandant un café, ce qui la rendit infiniment plus glaçante que n'importe quelle intimidation criée ne l'aurait été. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Répondit Ben, bien que ses mains tremblaient. Monsieur Grady, j'ai 80 ans. Je n'ai pas le temps de jouer. Il y a 40 ans, j'étais un agent de la CIA travaillant avec un défecteur soviétique. Nommé Dmitri Klov. Cette opération était classifiée au plus haut niveau, et elle le reste aujourd'hui. Marcus était devenu pâle à la mention du nom de Sterling. Il griffonna une note rapide et la montra à Ben. C'est lui qui a trahi Klov. Que voulez-vous? Demanda Ben. Une rencontre. Il y a des choses que vous devez comprendre sur ce que vous avez trouvé, des choses qui affectent la sécurité nationale. Rendez-vous demain à midi, au Federal Hill Park, près du monument. Venez seul. Et si vous ne le faites pas, alors vous découvrirez que certains secrets sont trop dangereux pour que des civils les possèdent. La ligne se coupa. Ben fixa le téléphone, son esprit s'emballant. David Sterling, l'homme qui avait trahi Klov aux soviétiques, était toujours en vie. Toujours suffisamment connecté pour retrouver le numéro de téléphone personnel de Ben. Il nous a trouvés vite, observa Marcus. Trop vite, acquiesça Ben. Comment aurait-il su que nous avions trouvé quoi que ce soit? Emma avait examiné plus attentivement la boîte étanche. Maintenant, elle brandit un petit appareil électronique qui avait été caché sous la doublure en soie. Peut-être à cause de ça. L'appareil n'était pas plus grand qu'une prothèse auditive, mais il pulsait d'une faible lumière bleue. Marcus le prit à Emma et l'examina attentivement. Traceur GPS. De qualité militaire, conçu pour s'activer lorsque le conteneur est ouvert. Il leva les yeux vers Ben. Au moment où vous avez ouvert cette boîte, Sterling savait exactement où vous étiez. Ben sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la brise du port. Ils n'étaient pas seulement observés. Ils étaient traqués par une technologie que Klov avait installée 40 ans auparavant. Le défecteur avait anticipé que les mauvaises personnes pourraient trouver ces preuves en premier. C'est un piège, dit Jake avec la clarté qui venait parfois de la logique d'un enfant de 8 ans. Il veut que papa vienne seul pour lui faire du mal. Pas nécessairement un piège, corrigea Marcus, mais certainement pas une visite sociale. Sterling a passé 40 ans à couvrir ça. Trahison de Klov. Si cette preuve devient publique, sa réputation, son héritage, peut-être même sa liberté. Il a tout à perdre, termina Ben. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Emma. Ben regarda ses enfants, puis Marcus, puis les photographies de la petite Elena Klov éparpillées sur la table. Une petite fille de 7 ans dont le père était mort en protégeant des secrets qui pouvaient encore importer 40 ans plus tard. Nous allons à ce coffre-fort, décida-t-il, ce soir, avant que Sterling ne réalise que nous n'allons pas jouer selon ses règles. Et puis nous découvrirons ce pourquoi Dmitri Klov pensait que ça valait la peine de mourir. Alors qu'il se préparait à s'aventurer dans la salle des machines du navire,
Ben ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne de non-retour. Les SUV noirs sur le parking, les menaces polies de Sterling, le poids de 4 décennies de secrets enfouis. Tout convergeait vers ce moment. Mais quand il regarda la photographie d'Elena, Ben sut qu'il n'avait pas le choix. Certaines promesses transcendaient le temps et la mort, et Clough leur avait fait confiance pour tenir la sienne. La flamme bleue du chalumeau projetait des ombres dansantes sur les murs de la salle des machines tandis que Marcus travaillait sur les derniers centimètres d'acier. Soudés. Ben veillait pendant qu'Emma et Jake surveillaient les dispositifs de surveillance qu'ils avaient trouvés. Les micros électroniques restaient actifs, ce qui signifiait que quelqu'un écoutait. Toujours chaque son qu'il faisait. Presque fini, murmura Marcus, sa voix à peine audible au-dessus du sifflement du chalumeau. Le panneau métallique se détacha avec un bruit sourd qui sembla résonner dans tout le navire. Derrière lui se trouvait une cavité doublée d'acier inoxydable, un coffre-fort conçu pour survivre au feu, à l'inondation ou au temps lui-même. En son centre se trouvait une mallette étanche, pas plus grande qu'une mallette, scellée par un verrou numérique qui affichait toujours une faible lumière verte après 40 ans. Ben s'approcha prudemment du verrou. L'écran montrait un curseur attendant une entrée, et en dessous, des caractères cyrilliques qui éplaient ce que Marcus traduisit par « Entrée le code d'accès ». Yelena Viktorovna Koslova 4,51,976. Ben tapa en utilisant l'alphabet romain pour épeler le nom russe complet et la date de naissance d'Elena. L'affichage du verrou scintilla. Pendant un instant, Ben pensa avoir fait une erreur. Puis la lumière verte devint bleue. Des rouages mécaniques se mirent en place, et la mallette s'ouvrit avec un léger sifflement de pression qui s'équilibrait. À l'intérieur, arrangé avec une précision presque religieuse, se trouvaient les preuves que Dmitri Koslov était mort en protégeant des photographies de documents, des bobines de microfilm, des disques d'ordinateur et des notes manuscrites remplissaient chaque recoin. Mais ce qui attira l'attention de Ben en premier fut une enveloppe Kraft marquée en anglais, pour Elena, la vérité sur votre père. Ben ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre écrite en russe et en anglais, ainsi qu'une collection d'objets personnels, la première dent d'Elena, une mèche de ses cheveux, des dessins qu'elle avait faits pour son père. Clough avait emporté des morceaux de l'enfance de sa fille avec lui en exil, des trésors plus précieux que n'importe quel secret d'État. La lettre était adressée à Elena mais clairement écrite pour quiconque pourrait la trouver. Ma fille bien-aimée, si tu lis ceci, alors la vérité a enfin éclaté. Ton père n'était pas un traître. C'était un homme qui a choisi l'amour plutôt que la loyauté, la famille plutôt que l'idéologie, la vérité plutôt que la commodité. Les documents dans cette affaire contiennent des preuves de l'opération Nightfall, un plan soviétique visant à utiliser des fonctionnaires américains compromis pour déclencher un échange nucléaire. Le plan devait être mis en œuvre en mars 1984. Ton père a empêché cela en exposant le réseau, sauvant des millions de vies, y compris la tienne. Parmi les Américains compromis se trouvait un officier de la CIA nommé David Sterling. Il a passé 40 ans à bâtir une carrière sur les fondations de la trahison, utilisant l'argent soviétique pour acheter de l'influence et de la position. Il fera tout pour empêcher que ces preuves ne soient rendues publiques. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Elena. Tu es en vie. Malgré ce que les registres officiels affirment, ta grand-mère t'a fait sortir de Moscou avec l'aide de personnes honorables dans les deux gouvernements. Tu as vécu sous une nouvelle identité, protégée par ceux qui comprenaient que certains secrets valaient la peine d'être gardés. Le dernier souhait de ton père était que tu vives libre des ombres de ses choix. Mais il espérait aussi qu'un jour, quand tu serais assez âgé pour comprendre, tu connaîtrais la vérité sur ce qu'il a sacrifié par amour. Les preuves dans cette affaire appartiennent à l'histoire. Ce que tu en fais t'appartient. Ben leva les yeux pour trouver Emma et Jake lisant par-dessus ses épaules, leur visage solennel sous le poids de l'histoire de Clough. 40 ans plus tard. L'amour d'un père s'étendait encore à travers le temps pour protéger sa fille. Elle est toujours en vie, murmura Emma. Elena est vivante quelque part. Marcus examinait le reste du contenu de la mallette. Relevés financiers, interception de communication, photographie de réunions entre Sterling et des agents soviétiques. C'est suffisant pour détruire des carrières et réécrire l'histoire de la guerre froide. Et assez pour nous faire tuer, ajouta Ben d'un air sombre.
Ils furent interrompus par le bruit de pas sur le pont au-dessus. Plusieurs personnes se déplaçant. Avec une précision militaire. Ben compta au moins 6 paires de bottes différentes, toutes convergeant vers la superstructure du navire. Ils sont là, murmura Jake inutilement. Ben rassembla rapidement les documents les plus critiques de la mallette tandis que Marcus empochait les bobines de microfilm. Il ne pouvait pas tout emporter, mais il pouvait préserver les preuves. Essentiel. Le tunnel de service, dit Marcus, désignant un passage étroit qui menait de la salle des machines à la coque du navire. Il débouche près de la ligne de flottaison. Si nous pouvons l'atteindre. Ils entendaient des voix maintenant, des accents américains mêlés à autre chose. Des ordres donnés en anglais et dans une autre langue que Ben ne reconnut pas. Sterling avait amené des renforts, et ils n'étaient pas tous domestiques. Se déplaçant aussi discrètement que possible, Ben guida ses enfants à travers le tunnel de service, tandis que Marcus fermait la marche. Le passage était à peine assez large pour un adulte, bordé de tuyaux et de câbles qui accrochaient leurs vêtements et leur équipement. Derrière eux, ils entendirent la porte de la salle des machines être forcée. Des faisceaux de lampes de poche balayèrent l'espace qu'ils venaient de quitter, et des voix en colère résonnèrent sur les murs métalliques. Le coffre-fort a été ouvert, appela quelqu'un avec un accent anglais. Fouillez tout, dit la voix de Sterling, calme et autoritaire. Ils ne peuvent pas être allés loin. La sortie du tunnel menait à une écoutille d'entretien juste au-dessus de la ligne de flottaison. Ben aida Emma et Jake à passer en premier, puis se faufila lui-même. Ils se retrouvèrent sur une étroite corniche qui longeait la coque du navire, cachée par les pilotis du quai. Marcus sortit en dernier, portant la mallette étanche. « Nous avons besoin de transport, murmura-t-il. Mon camion est sur le parking éloigné. Mais ils l'auront couvert, pensa rapidement Ben. Le port était entouré de routes qu'il serait facile de bloquer, mais il y avait une autre option, l'eau. Avez-vous encore du matériel de plongée? Pas assez pour nous tous. Je n'ai pas besoin de matériel de plongée. J'ai besoin d'un moyen de mettre mes enfants en sécurité pendant que vous préservez ces preuves. Emma tira la manche de Ben. Papa, regarde. Elle montrait l'entrée du port où un petit patrouilleur de la garde côtière effectuait sa ronde de soirée habituelle. Le bateau était encore à plusieurs centaines de mètres, mais il représentait quelque chose que Sterling ne pouvait contrôler, une autorité fédérale en dehors de son influence. Si nous pouvons leur faire signe, commença Ben. Sterling invoquera la sécurité nationale, l'interrompit Marcus. Il est toujours de la CIA. Il a probablement encore des accréditations qui feraient reculer la garde côtière. Pas si nous leur donnons quelque chose qu'il ne peut pas rejeter. Ben sortit son téléphone et commença à taper un message à Ruth Martinez à la bibliothèque. Ruth a des contacts dans les médias. Si cette histoire fait la une des journaux avant que Sterling ne puisse la contenir. Son téléphone vibra avec un appel entrant, le numéro de Ruth. Ben, mon Dieu. J'essaie de vous joindre depuis des heures. La voix de Ruth était tendue d'urgence. J'ai trouvé Elena Clough. Le cœur de Ben s'arrêta. Vous l'avez trouvée? Elle vit à Baltimore depuis 30 ans sous le nom d'Elena Victor. Elle travaille comme traductrice pour le département d'État, spécialisée dans les documents russes. Ben, elle cherche des informations sur son père depuis toute sa vie d'adulte. Les implications frappèrent Ben comme un coup physique. Elena Clough était vivante, vivant dans la même ville où son père était mort, travaillant pour le même gouvernement qui avait enterré son sacrifice. Ruth, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Contactez Elena Victor. Dites-lui que les preuves de son père ont été trouvées. Dites-lui que David Sterling l'a tué pour de l'argent soviétique. Et dites-lui que nous avons la preuve. Ben, que se passe-t-il? Vous avez l'air. Faites-le, Ruth, et assurez-vous que l'histoire soit rendue publique. Quoi qu'il nous arrive. Ben raccrocha et regarda ses enfants. Ils étaient effrayés mais déterminés, lui faisant confiance pour trouver un moyen de traverser le labyrinthe de danger et de tromperie dans lequel ils s'étaient lancés. De quelque part sur le navire au-dessus, ils entendirent la voix de Sterling donnant des ordres. La fouille s'intensifiait, et ce n'était qu'une question de temps avant que leur cachette ne soit découverte.
Mais Ben avait une dernière carte à jouer. Il ouvrit l'appareil photo de son téléphone et commença à enregistrer. Mon nom est Ben Grady. Et je me cache sur un navire dans le port de Baltimore avec mes 2 enfants. Nous avons découvert des preuves que l'officier de la CIA David Sterling a trahi un défecteur soviétique nommé Dmitri Klov en 1983. Sterling a été payé par le renseignement soviétique pour exposer l'opération Nightfall, un complot qui aurait pu déclencher une guerre nucléaire. Klov est mort en protégeant des preuves de fonctionnaires américains travaillant pour les soviétiques, y compris Sterling lui-même. Il passa le téléphone à Emma, qui continua l'enregistrement avec le sang-froid de quelqu'un ayant le double de son âge. Nous téléchargeons ces preuves sur plusieurs sources d'informations. Si quelque chose arrive à notre famille, David Sterling en est responsable. Jake prit ensuite le téléphone. Elena Klov, si tu regardes ceci, ton papa était un héros. Il a sauvé des millions de personnes, et il n'a jamais cessé de t'aimer. Ben envoya la vidéo à Ruth ainsi que des photos des documents les plus incriminants du dossier de Klov. En quelques minutes, les preuves seraient au-delà de la capacité de Sterling à les supprimer. Le patrouilleur de la garde côtière était assez proche. Maintenant pour que Ben puisse voir l'équipage sur le pont. Il aida Emma à grimper plus haut sur la coque où elle pouvait être vue de l'eau tandis que Jake agitait l'une des fusées de détresse de Marcus. Les projecteurs du patrouilleur se tournèrent vers eux, et Ben ressentit la première étincelle d'espoir qu'il avait éprouvée depuis des heures. Sterling pouvait avoir de l'influence. Mais il ne pouvait pas faire disparaître un sauvetage de la garde côtière devant des témoins. Alors que le patrouilleur changeait de cap vers eux, Ben entendit la voix de Sterling depuis le pont du navire au-dessus. Agents fédéraux, cessez immédiatement. Mais l'équipage de la garde côtière avait déjà vu les enfants, et aucune quantité de justificatif ne les ferait abandonner une famille en détresse. La confrontation finale était sur le point de commencer, et pour la première fois depuis qu'il avait trouvé les secrets de Klov, Ben crut qu'il pourrait réellement survivre pour voir la justice rendue. Le projecteur du patrouilleur de la garde côtière éclaira le flanc de l'Avalon Down comme un projecteur de théâtre, transformant la coque rouillée en une scène pour le dernier acte du drame de Klov, vieux de 40 ans. Ben aida Emma et Jake à monter à bord du navire de sauvetage tandis que Marcus transférait soigneusement la mallette étanche à l'équipage de la garde côtière. « Monsieur, nous avons reçu des rapports d'une famille en détresse, dit la capitaine du bateau, une jeune femme dont la plaque nominative indiquait « Lieutenant Morrison ». Êtes-vous blessé ? Avant que Ben ne puisse répondre, David Sterling apparut sur le pont du navire au-dessus d'eux. Même sous l'éclat cru du projecteur, il avait fière allure, grand, aux cheveux argentés. Portant un costume parfaitement taillé qui, d'une manière ou d'une autre, paraissait élégant malgré le cadre maritime. « Lieutenant, je suis David Sterling, opération de la CIA. » Il brandit des accréditations qui captaient la lumière. Ces individus sont en possession de documents classifiés vitaux pour la sécurité nationale. Je dois les faire transférer immédiatement sous garde fédérale. La lieutenant Morrison étudia les accréditations, puis regarda Ben et ses enfants. « Monsieur, je devrais vérifier votre identité et votre juridiction avant de... » Il n'y a pas de temps pour... Les protocoles bureaucratiques, interrompit Sterling. Des agents du renseignement russe sont en route vers cet endroit. Ces civils sont en danger immédiat. Ben vit le doute scintiller dans les yeux de la lieutenant. Les accréditations de Sterling semblaient authentiques. Son autorité paraissait incontestable, et son souci pour leur sécurité semblait sincère. C'était une performance magistrale d'un homme qui avait passé des décennies à perfectionner l'art de la tromperie. « Lieutenant, dit Ben doucement, avant de prendre toute décision, je pense que vous devriez savoir que... » Monsieur Sterling a essayé de supprimer des preuves de ses propres activités criminelles. Le calme de Sterling vacilla un instant, un éclair de colère qui révéla le prédateur sous la surface polie. Monsieur Grady souffre de délire causé par le stress et la peur. Les documents qu'il a trouvés n'ont aucune incidence sur les opérations actuelles. Alors cela ne vous dérange pas si nous les examinons, dit une nouvelle voix depuis le port. Un second bateau s'approcha de l'obscurité, un cutter de la garde côtière plus grand dont le pont était hérissé de membres d'équipage armés. À la proue se tenait une femme en civil, ses cheveux sombres sévèrement attachés, ses yeux fixés sur Sterling avec l'intensité d'une visée laser. « Qui êtes-vous ? demanda Sterling. Son calme soigneusement maintenu commençant à se déliter.
Elena Victor, département d'État, répondit la femme. Je crois que vous connaissiez mon père. Le silence qui s'ensuivit fut si complet que Ben pouvait entendre le doux clapotis des vagues contre les coques des bateaux. Sterling regarda Elena comme s'il voyait un fantôme, ce qu'il était, d'une certaine manière très réel. C'est impossible, murmura Sterling. Vous êtes morte à Moscou il y a 40 ans. Les rapports de ma mort étaient grandement exagérés, Elena passa du cutter au patrouilleur avec une aisance certaine, ainsi que les rapports sur la trahison de mon père. Elle semblait plus âgée maintenant que son père ne l'avait été à sa mort, une femme d'une 40aine d'années avec les yeux vifs et le menton déterminé d'Elena Clough. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qui parlait de décennies passées à chercher la vérité dans un monde construit sur des mensonges. J'ai passé toute ma vie d'adulte à travailler pour le département d'État, spécialisé dans l'analyse du renseignement russe, continua Elena, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. Imaginez ma surprise quand j'ai appris qu'un officier de la CIA nommé David Sterling faisait des enquêtes sur ma famille depuis 40 ans. Le masque de Sterling était complètement tombé maintenant, remplacé par le calcul froid d'un prédateur acculé. Quoi que vous pensiez savoir, je sais que vous avez surveillé les bases de données du renseignement pour toute mention de Dmitri Clough ou de l'opération Nightfall. Le sourire d'Elena était tranchant comme du verre brisé. Je sais que vous avez utilisé votre position pour étouffer les enquêtes et détruire les preuves. Et je sais que vous avez perçu une pension de la CIA financée en partie par l'or soviétique. Marcus ouvrit la mallette étanche et tendit à Elena une collection de documents. Elle les examina avec la rapidité de quelqu'un entraîné à traiter des informations complexes rapidement. Relevé financier montrant des paiements du renseignement soviétique à un agent américain dont le nom de code est Patriot, lut-elle à voix haute, interception de communication prouvant que Patriot a fourni des renseignements sur les opérations de défection de la CIA, et preuves photographiques de réunion entre Patriot et ses agents soviétiques. Elle leva les yeux vers Sterling. L'homme sur ces photographies a 40 ans de moins, mais c'est bien vous. La main de Sterling se porta vers sa veste, et Ben vit la bosse révélatrice d'une arme dissimulée. Mais Elena fut plus rapide, sortant son propre pistolet avec le mouvement fluide de quelqu'un qui s'était entraîné pour ce moment toute sa vie. Je ne ferai pas ça, conseilla-t-elle calmement. La garde côtière a des politiques très strictes concernant les armes dans les eaux fédérales. La lieutenant Morrison avait suivi la confrontation avec une alarme croissante. Madame, je vais demander à tout le monde de baisser ses armes. Et lieutenant, appelez votre commandant, interrompit Elena, ne quittant jamais Sterling des yeux. Dites-lui que les preuves de l'opération Nightfall ont été récupérées et que nous avons un agent soviétique confirmé en détention. Ben observa le visage de Sterling alors que la réalité de sa situation s'imposait à lui. Pendant 40 ans, il avait réussi à échapper aux conséquences de sa trahison. Il avait bâti une carrière, accumulé des richesses et construit un héritage. Tout cela fondé sur le sang de Dmitri Clough. Maintenant, cette fondation s'effondrait sous lui. L'enregistrement audio, dit soudain Marcus, sortant un petit appareil de la mallette étanche. Clough a fait un dernier enregistrement avant qu'il ne le tue. Elena prit l'appareil avec des mains qui tremblaient légèrement, la première fissure dans son calme professionnel. La voix de mon père. Son dernier message. Marcus confirma. Il voulait que vous l'entendiez s'il lui arrivait quelque chose. Elena activa l'appareil, et soudain le port fut rempli de la voix d'un homme mort depuis 40 ans. Dmitri Clough parlait en anglais, avec un accent mais avec précision, ses mots traversant l'eau comme un message d'outre-tombe. Ma bien-aimée Elena, si tu entends ceci, alors quelqu'un a trouvé le courage de chercher la vérité. J'enregistre ceci le 15 octobre 1983, sachant que je ne vivrai peut-être pas pour voir un autre lever de soleil. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. L'amour de toi, l'amour de ta mère, l'amour des innocents qui mourraient si l'opération Nightfall réussissait. Je n'ai trahi personne. Sauf ceux qui ont trahi l'humanité elle-même. L'homme responsable de ma mort est l'officier de la CIA David Sterling. Il a été payé par le renseignement soviétique pour exposer notre opération et s'assurer que l'opération Nightfall se déroulerait. Sterling dira au monde que j'étais un traître, mais les preuves dans cette affaire prouvent qu'il est le véritable traître. Elena, ma belle-fille.
Je prie pour que tu aies grandi forte et libre, sans être accablée par les ombres des choix de ton père. Mais si tu écoutes ceci, alors peut-être est-il temps que la vérité éclate enfin. Je t'aime au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de la mort elle-même. Rappelle-toi que ton père est mort en croyant à la possibilité d'un monde meilleur. L'enregistrement se termina, laissant le port dans un silence profond. Elena resta immobile, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle entendait la voix de son père pour la première fois en 40 ans. Sterling profita de son moment de vulnérabilité pour agir, se précipitant vers le bord du patrouilleur. Mais Ben était prêt pour lui. 40 ans de travail dans la construction avaient laissé à Ben des réflexes rapides. Des mains fortes, et il plaqua Sterling avant que l'homme âgé ne puisse atteindre l'eau. Ils luttèrent brièvement sur le pont du patrouilleur, mais Sterling avait 80 ans, et Ben était désespéré de protéger ses enfants. Le combat se termina rapidement avec Sterling immobilisé sous le poids de Ben, son costume parfaitement taillé déchiré, et ses cheveux argentés ébouriffés. « C'est fini ?» dit Ben doucement. Clough a gagné. Alors que l'équipage de la garde côtière attachait Sterling, Elena replaça soigneusement l'enregistrement de son père dans sa mallette de protection. L'épreuve qui avait coûté la vie à Dmitri Clough était enfin entre les mains de quelqu'un qui pouvait s'assurer qu'elle voit la lumière du jour. Mais même si Ben serrait ses enfants contre lui et regardait Sterling être emmené, il savait que la vraie victoire appartenait à un père qui avait suffisamment aimé sa fille pour tout sacrifier pour la vérité. Le système de communication du cutter de la garde côtière s'anima alors qu'Elena passait des appels qui allaient remodeler 40 ans d'histoire de la guerre froide. Ben la regarda travailler avec l'efficacité de quelqu'un qui comprenait exactement comment le pouvoir circulait dans les couloirs de Washington, qui avait passé des décennies à se positionner pour ce moment. Ici Elena Victor, division du renseignement du département d'État. J'ai besoin d'une ligne sécurisée vers le directeur du renseignement national, code d'autorisation Tango 77 Alpha. Elle marqua une pause, écoutant la réponse. Dites-lui que nous avons récupéré les documents de l'opération Nightfall et confirmé l'identité de l'agent soviétique Patriot. Sterling était assis, immobilisé par la garde côtière, son visage un masque de résignation mêlée de calcul. Même capturé, il évaluait clairement ses options, réfléchissant au levier d'influence qu'il pouvait encore actionner. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous ingérez, dit-il à Ben, sa voix portant la menace tranquille de quelqu'un habitué à être craint. L'opération Nightfall a eu lieu il y a 40 ans. Les personnes impliquées sont mortes. Les gouvernements ont changé. Le monde est passé à autre chose. Mais vous êtes toujours en vie, dit Emma avec la logique dévastatrice de l'enfance. Et vous avez quand même pris de l'argent. Pour aider de mauvaises personnes. Le regard de Sterling se porta sur Elena, qui coordonnait avec les agences fédérales via plusieurs canaux chiffrés. Vous pensez comprendre ce qu'était votre père, mais ce n'est pas le cas. C'était un fanatique qui aurait déstabilisé tout l'équilibre de la guerre froide. J'ai empêché une catastrophe en prenant l'or soviétique et en organisant son meurtre. Marcus était resté silencieux pendant la confrontation, mais maintenant son entraînement naval se manifestait dans la colère contenue de sa voix. J'étais là, Sterling. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous avez vu ce qui était nécessaire pour prévenir une guerre nucléaire mondiale, répliqua Sterling. L'épreuve de Clough aurait déclenché une purge massive d'agents de renseignement. Des deux côtés. Le chaos qui en aurait résulté aurait pu conduire à une erreur de calcul, à un accident, à une guerre réelle. Elena termina ses appels et se tourna vers Sterling. Théorie intéressante. Voudriez-vous entendre ce qui s'est réellement passé après la mort de mon père ? Elle ouvrit une tablette et commença à lire des dossiers classifiés qu'elle avait clairement été autorisée à consulter. L'opération Nightfall était prévue pour le 15 mars 1984. Sans l'avertissement de mon père, elle s'est déroulée exactement comme les soviétiques l'avaient prévu. 12 fonctionnaires américains compromis ont activé leur protocole de contingence simultanément. Un frisson parcourut l'échine de Ben. Que s'est-il passé ? Le NORAD a détecté de multiples signaux anormaux provenant d'installations de défense à travers le pays. Pendant 17 minutes, les forces nucléaires américaines ont cru être sous une attaque coordonnée. Les codes d'autorisation de lancement ont effectivement été saisis dans 2 silos de missiles avant que les opérateurs humains ne réalisent que les relevés étaient faux. La voix d'Elena restait clinique,
mais Ben pouvait percevoir l'émotion sous-jacente. Nous sommes passés à 17 minutes d'une guerre nucléaire parce que David Sterling a choisi l'argent soviétique plutôt que la survie de son pays. C'est impossible, protesta Sterling. Si Nightfall avait été mis en œuvre, je l'aurais su. Vous avez été arrêté par le renseignement soviétique 3 jours après la mort de mon père, répliqua Elena calmement. Apparemment, ils ont décidé que vous étiez trop un risque pour rester opérationnel. Vous avez passé 18 mois dans une prison de Moscou avant d'être libéré. Lors d'un échange de prisonniers. Ben vit la façade de Sterling s'effondrer complètement. Comment savez-vous cela? Parce que j'ai eu accès au dossier de renseignement américain et russe sur l'opération Nightfall au cours des 5 dernières années. Le département d'État enquêtait sur les brèches de sécurité de l'ère de la guerre froide, et votre nom n'a cessé d'apparaître dans des documents classifiés. Le sourire d'Elena était froid comme l'acier en hiver. Nous avons monté un dossier contre vous pendant des années. Nous avions juste besoin de preuves. Marcus regardait Sterling avec l'attention concentrée de quelqu'un qui réévaluait tout ce qu'il pensait savoir. Vous avez dit que les soviétiques avaient tué Klov, mais s'ils vous ont arrêté 3 jours plus tard. Ils l'ont tué pour éliminer les preuves, termina Elena. Mon père était déjà mort au moment où ils ont décidé que Sterling était un risque, mais ils l'ont gardé en vie parce qu'il avait encore de la valeur en tant qu'atout potentiel. La lieutenant Morrison avait coordonné avec ses supérieurs tout au long de la confrontation. Maintenant, elle s'approcha d'Elena avec une expression confuse. Madame, je reçois des ordres contradictoires. La CIA veut que M. Sterling soit transféré sous leur garde, mais le FBI revendique la juridiction. Aucun des deux, répliqua Elena. M. Sterling sera transféré à la division de la sécurité nationale du département de la justice. Cette affaire implique une trahison s'étendant sur plusieurs décennies et agences. Elle se tourna vers Sterling, qui regardait ses liens comme s'il les voyait pour la première fois. Vous avez passé 40 ans à penser que vous vous en étiez tiré. À bâtir une carrière, à accumuler des richesses, à vous convaincre que vous étiez un patriote qui avait fait des choix difficiles pour le bien commun. J'ai empêché une guerre nucléaire. Insista Sterling, mais sa voix manquait de conviction. Non, dit Elena doucement. Mon père a empêché une guerre nucléaire en sacrifiant sa vie pour avertir l'Amérique de l'opération Nightfall. Vous n'avez fait que retarder le jugement. Ben serra Emma et Jake contre lui alors que des bateaux fédéraux commençaient à arriver de plusieurs directions. Le port se remplissait rapidement de navires transportant des représentants d'agences dont il n'avait jamais entendu parler, tous convergeant vers les preuves que Dmitri Klov avait cachées 40 ans auparavant. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Ben à Elena. Maintenant, nous faisons ce que mon père a toujours voulu, répondit-elle. Nous rendons la vérité publique, chaque document, chaque enregistrement, chaque élément de preuve que Sterling pensait avoir enterré pour toujours. Elle regarda les enfants de Ben avec une sorte d'émerveillement. Votre famille a trouvé ce que les agences de renseignement n'avaient pas pu localiser pendant 4 décennies. Vous avez rendu justice à mon père, et vous m'avez donné la vérité sur ce qui lui est arrivé. Jake tira la manche d'Elena. Vous allez bien? Votre papa vous aimait beaucoup. Elena s'agenouilla à la hauteur de Jake, son calme professionnel cédant enfin à une émotion authentique. Je vais bien, mon chéri. Et grâce à vous tous, le monde entier saura que mon père était un héros. Alors que Sterling était transféré vers un bateau de la garde côtière, il regarda Ben une dernière fois. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez déclenché. Il y a des secrets enterrés avec l'opération Nightfall qui détruiront plus que ma seule réputation. Alors peut-être est-il temps qu'il soit détruit, répliqua Ben. La dernière fois que Ben vit David Sterling, c'était une silhouette diminuée assise à l'arrière d'un bateau fédéral, se dirigeant enfin vers le jugement qu'il avait évité. Pendant 40 ans. L'homme qui avait trahi Dmitri Klov et failli provoquer une guerre nucléaire allait passer le reste de sa vie à répondre de ses crimes. Alors que le port commençait à se vider des navires officiels, Elena resta sur le cutter de la garde côtière avec la famille de Ben. Elle tenait toujours l'appareil d'enregistrement de son père, traitant encore le son d'une voix qu'elle pensait ne jamais plus entendre. Il aurait été fier de vous, lui dit Ben. Tout ce que vous avez accompli, la personne que vous êtes devenue, il aurait été si fier. Elena sourit à travers
Ses larmes. J'ai passé toute ma vie à me demander s'il m'aimait vraiment, ou si j'étais juste un autre atout qu'il devait protéger. Entendre sa voix, savoir que tout ce qu'il a fait était par amour. C'est ce que font les parents, dit Emma simplement. Nous aimons nos enfants plus que toute autre chose au monde. Elena regarda Emma, puis Ben, la compréhension passant entre eux. Ils étaient tous deux des enfants qui avaient perdu des parents, tous deux des personnes qui avaient appris que l'amour transcendait la mort, le temps et la politique compliquée des nations. L'épreuve était en sécurité. Sterling était en détention, et 40 ans de mensonges cédaient enfin à la vérité. Mais la vraie victoire appartenait à l'amour d'un père et à la conviction que certaines choses valaient tous les sacrifices pour être protégées. 6 mois plus tard, Ben se tenait sur le pont de l'Avalon Down et s'émerveillait de tout ce qui pouvait changer lorsque la vérité éclatait enfin. Le navire ne ressemblait en rien à l'épave rouillée qu'il avait réclamée dans le port de Baltimore. La nouvelle peinture brillait sous le soleil du matin. Sa superstructure avait retrouvé sa gloire d'antan, et un flux constant de visiteurs traversait la passerelle pour explorer ce qui était devenu le navire le plus célèbre de l'histoire maritime. La plaque de bronze à côté de l'entrée principale racontait l'histoire en mots simples, l'Avalon Down, un mémorial dédié à Dmitri Klov et à tous ceux qui choisissent la vérité plutôt que la commodité, l'amour plutôt que la loyauté, et l'espoir plutôt que la peur. Emma sortit du musée du navire, guidant un groupe d'écoliers à travers des expositions qui expliquaient l'histoire de la guerre froide à travers le prisme du courage d'un homme. À 13 ans, elle avait endossé le rôle de jeune guide avec la confiance de quelqu'un qui avait vu l'histoire se faire de première main. Et c'est ici que nous avons trouvé le journal de bord du capitaine, expliquait-elle aux enfants fascinés. Mon père essayait juste de décaper la peinture, mais parfois les découvertes les plus importantes se produisent quand on ne les cherche pas vraiment. Jake apparut à côté de Ben, portant un modèle du navire sur lequel il avait travaillé toute la matinée. À 9 ans, il avait développé une connaissance encyclopédique de l'histoire maritime et pouvait expliquer la restauration de l'Avalon Down avec des détails techniques qui impressionnaient même les constructeurs navals professionnels. Papa, Elena est là, annonça Jake. Elle a amené quelqu'un avec elle. Ben regarda vers la passerelle et vit Elena Victor s'approcher avec une femme âgée dont les yeux avaient la même étincelle intelligente que ceux de sa petite fille. Natasha Kloff avait 87 ans, mais elle se déplaçait avec la grâce de quelqu'un qui avait passé une vie à survivre à des circonstances impossibles. Ben, appela Elena, l'embrassant avec la chaleur de la famille. Je veux que vous rencontriez ma grand-mère, Babouchka. C'est l'homme dont je vous ai parlé. Natasha étudia Ben avec des yeux qui avaient vu la révolution, la guerre, l'amour et la perte. Quand elle parla, son anglais portait l'accent musical de sa patrie. Vous êtes celui qui a trouvé la vérité de mon gendre. Votre petite fille a fait ça, répondit Ben. Je suis juste tombé sur le bon bateau. Pas de hasard, dit Natasha fermement. Dmitri a toujours dit que les choses importantes trouvent leur chemin vers les bonnes personnes au bon moment. Vous étiez destiné à trouver son histoire. Ils marchèrent ensemble à travers le musée du navire, passant devant des expositions de documents déclassifiés et d'artefacts de la guerre froide. La pièce maîtresse était l'enregistrement de Kloff, diffusé en boucle pour les visiteurs qui voulaient entendre la voix d'un homme qui avait changé l'histoire par amour. Le livre sort le mois prochain, dit Elena à Ben alors qu'ils atteignaient la passerelle où tout avait commencé. L'éditeur pense que ce sera un best-seller. Elena avait passé les 6 derniers mois à écrire « Les dossiers Kloff », un récit complet du sacrifice de son père et de la trahison de Sterling. Le livre révélerait des détails sur l'opération Nightfall qui était restée classifiée pendant 40 ans, donnant enfin au monde l'histoire complète de la proximité de la civilisation avec la guerre nucléaire. Et Sterling, demanda Ben. 2 peines à perpétuité. Prison fédérale. Il mourra derrière les barreaux. La satisfaction d'Elena était évidente, mais non vindicative. Le département de la justice a trouvé des preuves de 12 autres opérations qu'il a compromises pour de l'argent soviétique. Il était responsable de la mort d'au moins 6 officiers de renseignement américains. Marcus apparut de la salle des machines où il avait travaillé sur la restauration du navire. À 73 ans, il avait trouvé un nouveau sens à la préservation du navire qui avait façonné sa vie 4 décennies auparavant.
Le coffre-fort est prêt pour la cérémonie, annonça-t-il. Exactement comme Dmitri l'a laissé, sauf que maintenant les visiteurs peuvent voir ce qu'il est mort en protégeant. Demain marquerait le premier anniversaire de la transformation. De l'Avalon Down, passé d'épave abandonnée à Mémorial. La cérémonie serait suivie par des fonctionnaires du renseignement de plusieurs nations, tous venant rendre hommage à un homme dont le courage avait empêché une catastrophe mondiale. Mais ce soir appartenait à la famille. Ben rassembla Emma et Jake à la proue du navire alors que le soleil se couchait sur le port de Baltimore. La même eau qui avait emporté Dmitri Klov à sa mort reflétait maintenant les lumières d'une ville qui avait embrassé sa mémoire. L'Avalon Down était devenue plus qu'un musée. Elle était un symbole d'espoir, la preuve que les choses brisées pouvaient être restaurées et que les vérités cachées pouvaient éclater au grand jour. Vous vous demandez parfois ce qui se serait passé si nous n'avions pas trouvé le navire ? Demanda Emma, appuyée contre la rambarde où Klov s'était tenu autrefois. Je pense que nous aurions trouvé autre chose, répondit Ben. Pas le navire, peut-être ? Mais une autre manière d'aller de l'avant. C'est ce que font les gens quand ils ont besoin d'espoir. Ils le trouvent dans des endroits inattendus. Jake brandit son modèle de navire, le comparant au vrai navire autour d'eux. J'aime mieux notre histoire que les histoires de trésors dans les livres. Pourquoi ça ? Demanda Ben. Parce que nous n'avons pas gardé le trésor. Pour nous. Nous l'avons partagé avec tout le monde. Ben sourit, pensant à la fondation qu'ils avaient établie avec l'argent de la récompense du gouvernement. La fondation Klov offrait des bourses aux enfants réfugiés, soutenant l'éducation de jeunes dont les familles avaient fui la persécution, tout comme celle d'Elena 40 ans auparavant. Elena et Natacha les rejoignirent à la pro. 3 générations de femmes, liées par l'amour, la perte et le long chemin vers la vérité. Natacha sortit une petite photographie, la même image d'Elena, 7 ans, que son père avait emportée en exil. Il n'a jamais cessé de croire qu'il vous reverrait, dit Natacha à Elena. Même à la fin, même quand il savait qu'il venait le chercher, il croyait que l'amour était plus fort que la mort. Alors que les lumières du port se reflétaient sur l'eau et que la ville s'installait dans le calme du soir, Ben pensa à l'étrange voyage qui les avait tous réunis. Il avait réclamé un navire abandonné, espérant trouver de la ferraille, et au lieu de cela, il avait trouvé une histoire qui prouvait que certaines choses étaient trop importantes pour rester enfouies. L'alliance de Sarah était toujours dans sa poche, mais elle ne lui semblait plus un poids le tirant en arrière. Maintenant, elle lui rappelait que l'amour perdurait, que les choix que les gens faisaient pour leur famille résonnaient à travers le temps et touchaient des vies qu'ils ne connaîtraient jamais. L'Avalon Down avait donné un but à Ben et à ses enfants, mais plus que cela, elle leur avait donné la preuve que les choses brisées pouvaient redevenir entières. Parfois, les trésors les plus précieux n'étaient pas l'or ou les bijoux. C'était la vérité et la justice, et la connaissance que quelqu'un avait suffisamment aimé pour se battre pour ce qui était juste. Alors qu'il se préparait à quitter le navire pour la soirée, Ben jeta un dernier regard à la plaque commémorative. Le nom de Dmitri Kozlov était gravé dans le bronze qui leur survivrait à tous, un rappel permanent que des gens ordinaires pouvaient changer le monde par un amour extraordinaire. L'Avalon Down avait gardé ses secrets pendant 40 ans, attendant que la bonne famille les trouve. Maintenant, elle garderait de nouveaux souvenirs, les rires d'enfants apprenant le courage, les larmes de visiteurs qui comprenaient le sacrifice, et la satisfaction tranquille de la vérité retrouvant enfin son chemin. Certains navires étaient construits pour transporter des cargaisons. D'autres étaient construits pour transporter des rêves. L'Avalon Down avait été construite pour transporter les deux. Et finalement, elle avait livré exactement ce dont le monde avait le plus besoin, l'espoir enveloppé dans la certitude que l'amour était vraiment plus fort que la mort elle-même.